Les changements climatiques sont souvent abordés de manière décousue dans les médias, ce qui crée de la confusion dans la population par rapport à cet enjeu. Depuis une vingtaine d'années, un phénomène a fait son arrivée sur la scène internationale. Un phénomène parfois qualifié d'apocalyptique, parfois qualifié de complot, parfois qualifié de dramatique, mais qui ne laisse personne indifférent. À l'ère de l'automobile, de la surconsommation, nous voici maintenant aux prises avec le changement climatique. On avait fait des modèles climatiques, on prévoyait que le changement climatique aurait des répercussions plus grandes sur l'Arctique vers 2060, 2070, 2050. Okay? Là, nos modèles sont de plus en plus, se rapprochent de plus en plus de nous et on parle plus de 2025 comme étant ayant de fortes répercussions sur le transport maritime dans l'Arctique, sur l'exploitation des ressources dans l'Arctique, toutes ces choses-là. Oh, donc, ça va si vite et que c'est pour ça qu'il va falloir avoir des mesures, souvent politiques, économiques, pour accélérer les prises de décision et modifier les comportements des gens. On s'aperçoit que quand ça touche le portefeuille des gens, c'est là que les gens commencent à changer un petit peu leur comportement. Parce qu'au départ, les gens pensaient que les changements climatiques, ce serait uniquement qu'un problème environnemental. Sauf qu'on s'aperçoit que les changements climatiques, ça va être un gros problème économique aussi. Et c'est là que, lorsque ça va toucher au portefeuille des gens, donc c'est là véritablement que les gens vont en arriver à changer leur comportement. Le milieu politique porte un intérêt croissant aux questions environnementales depuis quelques années. En 2008, dans le cadre de la dernière campagne électorale fédérale, l'ex-ministre de l'Environnement et chef du Parti libéral du Canada de l'époque, Stéphane Dion, expliquait qu'il y a un lien très étroit entre la pollution et notre source d'énergie principale que sont les hydrocarbures, le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Ces sources d'énergie nous valent le réchauffement climatique. Quand on brûle ces énergies, cela envoie des gaz à effet de serre, c'est-à-dire du CO2, dans l'atmosphère, ce qui retient les rayons du soleil plus longtemps et perturbe le climat de façon très grave. Il faut donc trouver le moyen de produire plus en polluant moins. À cette époque, M. Dion proposait une taxe sur le carbone pour les industries, mais ses tentatives d'explication étaient généralement tournées en dérision. Suite à ces propositions, son parti a essuyé la pire défaite électorale de son histoire. Pourtant, selon Roger Drouin, qui enseigne la géographie au Petit Séminaire de Québec, cela était loin d'être une mauvaise idée. Ça prend, quelquefois, quand ça ne va pas assez, c'est pas assez rapide, et au rythme où les changements climatiques vont, je pense qu'on devra arriver avec des mesures un petit peu plus radicales. Là, vous parlez de l'exemple d'une bourse du carbone. Je crois que définitivement au Canada, on en arrivera à ça. Une bourse du carbone, c'est qu'on va quantifier. On est supposé bientôt commencer à quantifier les émissions de carbone de la plupart des grandes entreprises. On va leur fixer des objectifs. Ceux qui baisseront leurs émissions de carbone, ça leur donnera des crédits. Ceux qui ne répondront pas aux critères, bien, auront soit des sanctions, devront acheter des crédits de carbone. Je pense que ça prend du temps à développer une conscience environnementale. Oui, maintenant on récupère, oui, on a des autos qui consomment moins, oui, on essaie de se déplacer moins, on essaie de poser des petits gestes. On est conscient, je pense que la majorité de la population l'est, mais c'est difficile de changer les habitudes. Et plus on est conscientisé jeune, moins c'est difficile de faire ces changements-là. Et même moi, je me rends compte que c'est à travers mon expérience, puis après toutes mes années, après mes années d'études, puis après mes années de travail, que je me rends compte que ma conscience environnementale change, mais ça prend du temps. Au cours de la campagne électorale fédérale de 2011, bien que plusieurs partis politiques aient présenté un plan vert ou évoqué des préoccupations quant au changement climatique, cela n'a pas constitué un enjeu digne de ce nom. Pire, l'environnement n'était pas au cœur des débats. Cela témoigne donc de la tendance actuelle qui consiste plutôt à inciter les gens à modifier leur comportement, notamment en ce qui a trait à la mobilité durable. L'utilisation des nouvelles sources d'énergie aussi, là.
Moi, je crois beaucoup au génie créateur de l'homme, que ce soit l'énergie éolienne, que ce soit l'énergie solaire, où les gens participent plus à la production eux-mêmes de leur électricité. Pourquoi tout le monde n'aurait pas une ou deux plaques solaires sur leur toit pour produire une partie de leur énergie? Okay. On a toujours été un peu très passif par rapport à l'énergie. Est-ce qu'on pourrait être plus proactif comme citoyen par rapport à l'énergie? L'une des principales sources de pollution sur la planète des gaz à effet de serre, c'est qu'il faut réduire notre utilisation des combustibles fossiles. Okay? Donc, on le sait dans l'utilisation de l'automobile, qui est une source importante de pollution. Moi, je ne crois pas que votre génération, vous allez vivre votre vie avec des autos au pétrole, à l'essence. Si on veut conserver les hydrocarbures pour d'autres utilisations, on devra aller vers d'autres sources d'énergie, que ce soit l'hydrogène, que ce soit les batteries au lithium, que ce soit l'électricité. Tout ça, en modifiant ces choses-là, on va diminuer nos émissions de gaz dans l'atmosphère. Il faut comprendre que dans la ville de Québec, les transports alternatifs sont très peu utilisés. En effet, chaque véhicule qui circule chaque jour sur le réseau routier contient en moyenne 1,2 personnes à son bord, ce qui est catastrophique pour une ville d'une si grande agglomération. Xavier Mercier-Mété est coordonnateur chez Accès Transport Viable, un organisme municipal qui fait la promotion des moyens de transport alternatifs et de la mobilité durable. Oui, c'est sûr que dans un milieu très, très urbain, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc l'automobile a des limites. Il y a beaucoup d'alternatives, puis il y en a qui se développent fréquemment. Il y en a qui sont très connus. Marche, vélo, c'est les plus simples. Les transports actifs, c'est à la limite, c'est ce qui est le mieux. Qu'on puisse marcher, par exemple, pour aller acheter sa pinte de lait plutôt que de prendre sa voiture. Ensuite, il y a le transport en commun, bon, il y a l'autobus qu'on connaît bien à Québec. Il y a d'autres modes de transport en commun qui sont très, très efficaces, qu'on pense à implanter, qui, pour nous apparaissent intéressants. Par exemple, on peut parler de tramway à Québec. Donc, il y a plusieurs alternatives. On peut aussi avoir des alternatives du côté de l'automobile, parce que c'est pas l'usage de la voiture qui est mauvais en soi. On n'éliminera jamais les voitures complètement, ce n'est pas le but. Mais on peut les utiliser différemment, que ce soit en faisant du covoiturage ou encore en utilisant l'autopartage. L'autopartage, c'est un moyen de mettre en commun les automobiles pour ne pas avoir besoin de les avoir en propre. Donc, à Québec, on a Communauto, qui est une entreprise d'autopartage très, très développée au Québec, qui est très efficace et qui est une belle alternative. Si on veut rééquilibrer l'usage des modes de transport, par exemple l'automobile, puis les modes alternatifs, il faut nécessairement donner un petit peu d'espace aux modes alternatifs, donc des voies réservées. Malheureusement, c'est souvent aux endroits où c'est le plus stratégique qu'il faut les mettre. Mettre une voie réservée dans un quartier résidentiel, ça ne donne pas grand-chose. Donc, à certains endroits, il faut être prêt à retirer de la place à l'automobile pour favoriser d'autres modes de transport. Ceci dit, les modes de transport alternatifs sont souvent plus efficaces par mètre carré d'espace qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'une voie d'autobus, c'est la même largeur qu'une voie de voiture à peu près, mais on peut transporter beaucoup plus de passagers par heure dans une voie d'automobile que dans une voie d'automobile, pardon. Puis, si on prend par exemple le vélo, les cyclistes ont besoin d'à peu près 1,50 m de large, puis on peut déplacer des milliers de gens, justement, très facilement grâce au vélo, pour peu que ce soit favorable. La sensibilisation sur les jeunes est essentielle. Encore souvent dans notre mentalité, avoir son permis de conduire, avoir sa première voiture, c'est devenir plus libre, c'est devenir l'accession à la liberté. C'est pas nécessairement vrai, c'est un coût important. Puis on se rend compte que si on néglige les transports actifs, bien, les jeunes sont moins autonomes, entre autres chez les jeunes d'âge primaire. Maintenant, les jeunes d'âge primaire marchent de moins en moins pour aller à l'école. Les parents vont les reconduire. C'est une nouvelle mode, si on veut, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Puis ça a des impacts importants sur leur forme physique, mais aussi sur leur autonomie. Parce que c'est en faisant justement des petits déplacements dans son quartier, en apprivoisant les différents lieux qu'on fréquente, qu'on peut aussi développer son autonomie. Sensibiliser les jeunes est une bonne chose, mais il est pertinent de se demander si la Ville de Québec possède les moyens nécessaires afin de donner des solutions aux jeunes. Québec, par rapport à l'Amérique du Nord, a une bonne offre de transport en commun, correcte. Ceci dit, quand on se compare avec d'autres villes à travers le monde qui ont des caractéristiques un peu similaires à Québec, on est excessivement en retard.
On n'a presque pas de pistes cyclables utilitaires. Il y a quelques parcours métrobus, mais qui ne sont pas encore suffisamment développés. C'est sûr que le réseau de transport de la capitale essaye de rattraper ça, mais ça prend quand même du temps. Et on n'a surtout pas de mode de transport rapide, comme un métro, par exemple, ou un tramway. On peut dire qu'un métro pour une ville comme Québec, c'est rêvé. Ceci dit, il y a des agglomérations très petites qui ont des systèmes de transport efficaces, des systèmes légers sur rail, des choses qui font complètement défaut à Québec pour le moment, puis sur lesquelles on devrait vraiment s'appliquer. Si Régis Labaume cherche à importer des concepts de l'étranger, il peut faire le tour du monde, puisqu'il y a beaucoup de concepts qui sont disponibles ailleurs et qui pourraient bien s'appliquer au marché et aux caractéristiques de la ville de Québec. Il y a plusieurs villes intéressantes. C'est surtout dans les villes que la mobilité durable se développe, parce que c'est souvent les compétences des municipalités. Donc, en Amérique du Nord, on parle souvent de Portland, en Oregon, donc aux États-Unis, qui est un exemple classique. On peut aussi avoir des exemples plus proches de nous. À Montréal, il y a des choses qui se font qui sont très, très bien, entre autres le Bixi et le réseau de métro qui marche très bien. Vancouver a aussi de très bons exemples avec son SkyTrain et tout ça. Sinon, en Europe, il y a des très très bons exemples, que ce soit les tramways français ou encore la Suède avec les villes de Stockholm là, qui sont très impressionnantes et très avancées en matière de mobilité durable. Pour propulser la ville de Québec dans la mobilité durable, je crois qu'on n'a pas le choix d'opter pour un mode comme le tramway. Il y a plusieurs façons de le faire, mais je crois que c'est incontournable. Selon les chiffres qui nous ont été fournis par Accès Transport Viable, un tramway pourrait fonctionner dans la ville de Québec. Un tramway peut posséder une durée de vie allant jusqu'à 30 ans, soit 2 fois plus longue que celle d'un autobus, qui peut se rendre jusqu'à 14 ans avant d'être remisé. Les tramways, comme ceux que l'on connaît dans les pays scandinaves, sont équipés de grattes qui leur permettent de déblayer jusqu'à 30 cm de neige à l'heure, ce qui n'est pas négligeable compte tenu des intempéries québécoises.